Tout le monde pensait qu'il était un loser émo, mais il surprend tout le monde en devenant le plus fort héros lorsqu'ils sont convoqués dans un autre monde. Yuki Setsu était un ordre ordinaire du Japon qui a été convoqué dans un autre monde il y a longtemps, où il a héroïquement sauvé le royaume et est accidentellement revenu à sa vie ordinaire sur Terre. Le membre du club occulte pensait que sa vie tranquille durerait longtemps. Mais un jour, alors qu'il est plongé dans une conversation avec son ami d'enfance, nommé Yuvi, un étrange portail s'ouvre au milieu de la classe. Le portail mystique aspire tout le monde et les téléporte, dans un monde étrange où des géants métalliques les attaquent. Tous ses camarades de classe commencent à s'enfuir comme des petites lâches, mais Yuki était un Sigma avec une aura illimitée qui était déjà ici et les a affrontés de front. Bientôt, une fille de la nuit nommée Elka, qui pourrait vendre de l'eau de bain pendant son temps libre, arrive avec une armée royale et tue les bêtes magiques sans transpirer. Plus tard, ils sont convoqués à la cour du roi, et il s'avère qu'ils sont dans le royaume de Distinia. Le roi les adresse en tant que héros d'un monde étranger, qui sont venus les protéger, cependant, à part Yuki. Tout le monde est complètement confus. Yuki apprend qu'après 5 ans, Distinia a été attaquée par des démons. Encore une fois, et le roi mise tous ses espoirs sur ses camarades de classe dociles. N'ayant pas d'autre choix que d'obéir au roi. Ils partent en maudissant leur malchance misérable. Le lendemain matin, ses camarades apprennent la tactique de l'épée et la magie. Tandis que Yuki traîne comme un idiot et se fait attraper par Elka. Il essaie de lui rappeler qu'il est le même héros qui a sauvé leur royaume il y a 5 ans. Elle ne se souvient de rien jusqu'à ce que Yuki devienne fou et lui donne une fessée. Elle tombe instantanément à ses pieds et se transforme soudain en un paillasson soumis, laissant Yuki marcher sur elle. Bientôt, elle l'emmène rencontrer les 2 autres vieux camarades, un type moyen qui se muscle, nommé Glyn, et une sorcière totalement séduisante. Il commence à l'assaillir de questions sur sa disparition soudaine après le combat, et Yuki explique comment il a été transporté, de retour dans son monde d'origine après la fin de la bataille. Yuki leur demande des nouvelles de leur rival de longue date, Thomas, mais Elka répond qu'ils ne peuvent plus le trouver, car il est insignifiant sur les réseaux sociaux. Plus tard, le roi déclare lors d'une réunion avec les chevaliers que leur royaume va déclarer la guerre aux démons, mais Glyn essaie de faire revenir un peu de bon sens à ce crétin. Il s'avère, cependant, que le roi a le QI d'une méduse morte, car il rejette Glyn en disant qu'il n'aurait jamais dû écouter le conseil le plus idiot du héros pour vivre en paix. Après la réunion, Glyn et les autres informent Yuki que la guerre est inévitable. Donc Yuki décide d'arrêter lui-même cette bataille sans sens. Mais avant de partir en mission, ils s'introduisent tous dans le donjon pour récupérer la lame de Yuki, nommée Kurumaru. Yuki se prépare à embarquer pour son expédition, mais Yuri vient en courant vers lui, avec les yeux pleins de larmes, inquiète qu'il risque sa vie. Il lui dit donc la vérité sur sa véritable identité, lui assurant qu'il va rencontrer un ancien ami pour arrêter la guerre. Avant de partir, Yuri coiffe ses cheveux avec sa nouvelle magie du feu et du vent, en promettant qu'elle deviendra forte jusqu'à son retour. La nuit, alors qu'il est en route, il abat un démon-loup qui était prêt à attaquer une marchande stupide nommée Ruri. Tremblant dans ses bottes, Ruri suppose que Yuki est après son argent et commence à babiller sur des choses comme l'argent, la facture, et des conneries, mais il lui assure que ce n'est pas le cas. Ruri n'en croit pas ses oreilles car son grand-père toxiquement masculin lui avait appris qu'il n'existe pas de déjeuner gratuit et que tout a un prix. Quand Yuki commence à s'éloigner, elle le supplie d'être son garde et l'aide à livrer un colis important. Hésitant, Yuki accepte et ensemble ils atteignent la ville portuaire de Marsan au matin. La mâchoire de Yuki est presque par terre quand il voit à quel point la ville a grandi en 5 ans. Il s'approche du propriétaire du navire que Ruri avait engagé pour l'emmener au consonne démoniaque, mais le propriétaire avare refuse d'aller sur ce champ de bataille maudit. Bientôt, elle commence à supplier chaque propriétaire de navire sur le pont, mais ils la regardent tous comme si elle était une folle. Soudain, Yuki remarque des camarades de Destinia qui ressemblent à des escrocs, d'un demandant à Ruri de montrer ses documents d'identité. Il commence à la forcer à montrer le paquet aussi. Mais Yuki les remet immédiatement à leur place. Le soir, Yuki demande à Ruri quel est son prochain plan pour atteindre le continent démoniaque. Elle répond qu'elle achètera un navire et en entendant cela, Yuki réalise qu'elle est vraiment plus stupide qu'une pierre. Mais comme il se dirige de toute façon vers le continent démoniaque, il propose de l'emmener avec lui. Bientôt, il s'enregistre dans une auberge et Ruri lui montre la précieuse broche qu'elle essaie de livrer. Quelqu'un a donné la broche à son grand-père pour qu'il la répare, mais sur son lit de mort, il a demandé. Ruri doit prendre la responsabilité de la remettre au propriétaire. Yuki la regarde et réalise que c'est la même broche qui a sa protection magique, mais étant donné qu'elle est cassée, il se demande si son propriétaire est en sécurité ou non. La nuit, Yuki se réveille au son des voix des gardes navals, qui demandent où se trouve leur propriétaire. Bientôt, les gardes entrent dans leur chambre, mais Yuki, rapidement, porte Yuki à moitié endormi et saute par la fenêtre pour s'échapper.
Les gardes continuent de les suivre jusqu'à ce qu'ils atteignent une impasse, et Yuki les provoque pour qu'ils l'attaquent. Avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils se raccrochent à Rory à nouveau et sautent dans la mer, mais, étonnamment, ils atterrissent sur un dragon d'eau nommé Levia qui s'avère être aussi la camarade de Yuki. Yuki lui demande de les emmener sur le continent démoniaque, laissant les gardes imbéciles bouche bée. Après un certain temps, ils aperçoivent une grande île et Yuki déclare que c'est le célèbre continent démoniaque. Le groupe arrive sur une plage tranquille et isolée où ils rencontrent de manière inattendue un terrifiant Kraken Saigama, qui est une créature monstrueuse ressemblant à un calmar, dominant, au-dessus d'eux avec ses tentacules s'agitant violemment dans les eaux peu profondes. Levia, toujours prête à relever un défi, s'avance pour affronter le Kraken, et se bat farouchement avec un mélange de force incroyable et de ses capacités élémentaires d'eau. Alors que le combat fait rage, Levi semble gérer la situation très bien, mais au milieu du combat, il jette un coup d'œil à Yuki pour demander de l'aide. Yuki, cependant, reste indifférent et se détend avec un sourire amusé, traitant le combat intense comme s'il s'agissait d'un divertissement occasionnel. Il regarde comme un spectateur lors d'un match sportif, appréciant le spectacle que Levi offre en se battant contre la créature monstrueuse. Les choses prennent une tournure humoristique lorsque le Kraken, dans une tentative désespérée de se défendre, crache une immense fontaine d'encre noire directement sur Levi. L'encre couvre sa tête aux pieds et alors que la plupart des gens pourraient paniquer, Levi garde son calme, mais son irritation est clairement en train de grandir. Pendant ce temps, Yuki, comme un spectateur, est complètement diverti par ce rebondissement inattendu dans le combat. La scène devient presque ridiculement comique, avec Yuki riant pour lui-même alors qu'il regarde Levi se battre, recouvert d'encre de calmar. Finalement, Levi domine le Kraken et met fin au combat. Alors que la créature massive tombe, Levi se transforme en femme. Yuki, totalement impassible face à cela, présente Levi transformé à Rory en tant que Léviathan, aussi appelée la déesse de l'océan et son allié de longue date. Il explique nonchalamment que leur alliance a commencé quand il a mis Levi KO d'un seul coup de poing lors d'un de leurs premiers combats. Après cette brève introduction, Levi tourne son attention vers Yuki, l'interrogeant sur la raison pour laquelle il a refusé d'aider pendant le combat. La tension entre eux s'intensifie lorsqu'elle évoque leur passé non résolu. Non seulement Yuki a évité de l'aider lors du récent combat, mais il a aussi disparu pendant 5 ans, laissant Levi totalement perplexe sans aucune explication. Pour aggraver les choses, quand Yuki est finalement revenu, il n'a pas pris la peine de se reconnecter correctement et a simplement utilisé Levi comme un moyen pratique de transport. Leur dispute menace de s'intensifier jusqu'à ce que Rory intervienne, leur rappelant qu'ils ont encore le corps du Kraken à gérer. Fidèle à lui-même, Levi confie la tâche à Yuki et sans perdre une seconde, Yuki utilise ses exceptionnelles compétences culinaires pour transformer le colossal Kraken en délicieuses rondelles de calamar. Yuki, toujours le chef modeste, mentionne discrètement qu'il a perfectionné son expertise culinaire dans le but d'impressionner les filles. Alors que le trio s'assoit pour déguster le repas fraîchement préparé, la conversation prend un tournant plus sérieux. Levi révèle qu'un village de pêcheurs voisins avait été harcelé par le Kraken pendant un certain temps, et elle souligne qu'au-delà des montagnes se trouve le château du seigneur démon appelé Evil Barrow. Pendant leur repas, ils découvrent également des informations surprenantes sur la mission de Rory. Elle est censée livrer une broche au seigneur démon, Daze. Bien qu'elle n'ait jusqu'à présent aucune idée que c'était sa tâche. Lorsque la vérité éclate, Rory est compréhensiblement terrifié, mais Yuki et Livil sont nonchalants et minimisent ses inquiétudes. Ils expliquent qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur après tout, car ils sont tous deux en bons termes avec le seigneur démon. Après avoir bien mangé, Levi décide qu'il est temps de partir puisque la prochaine étape de leur voyage doit se faire à pied et elle ne sera pas d'une grande aide, donc autant qu'elle parte. Cependant, Yuki insiste pour rester, aux grandes frustrations de Levi, leurs problèmes non résolus ressurgissent lorsque Levi évoque le fait que Yuki l'a hébergé pendant 5 longues années malgré sa promesse de ne pas le faire et avoir maintenu la paix dans l'océan pendant son absence. Yuki hésite, clairement mal à l'aise avec la conversation, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, ils sont interrompus par un groupe d'enfants démons curieux. Les enfants, observant la dispute entre Levi et Yuki, la prennent pour une querelle d'amoureux et commencent à les taquiner tout en demandant à Yuki de s'excuser auprès de Levi. Yuki n'est pas intéressé à divertir leurs remarques indiscrètes, alors il leur tend quelques anneaux de calmar pour qu'ils partent, mais cela se retourne contre lui. Au lieu de disperser, les enfants sont ravis et supplient Yuki de cuisiner davantage pour leur village, et Yuki, étant du genre à céder facilement lorsqu'il s'agit d'aider les autres, accepte à contre-cœur d'aider les villageois. Le groupe retourne au village de pêcheurs voisins, emportant les restes du Kraken avec eux. À leur arrivée, les villageois sont remplis de joie car ils avaient été en difficulté avec le Kraken qui terrorisait leurs eaux, empêchant leur pêche. Mais il est maintenant vaincu et ils ont aussi son corps comme source de nourriture. Ils organisent une grande célébration en l'honneur de Yuki et Levi, où Levi est traitée comme une déesse vénérée par les villageois. Elle se régale des meilleurs vins et plats, tout en profitant de chaque instant d'attention.
Pendant ce temps, Yuki, le héros méconnu, se retrouve dans la cuisine à préparer des repas pour tout le village. Rory aide en gérant le comptoir et malgré le travail épuisant. Les compétences de Yuki en cuisine impressionnent tous les présents. Alors que la fête se poursuit, Levi et Rory prennent un moment pour discuter de Yuki. Rory, encore nouvelle dans le groupe, est curieuse de la portée des capacités et des connexions de Yuki. Alors que Levi lui parle de leurs aventures passées et du rôle que Yuki a joué dans apportant la paix au monde, Rory commence à réaliser à quel point la présence de Yuki est vraiment significative. Les doutes qu'elle avait sur son pouvoir et son influence s'estompent rapidement alors qu'elle comprend qu'elle est en compagnie d'un héros légendaire. Juste au moment où la célébration touche à sa fin, l'ambiance change avec l'arrivée de Vlad, un guerrier démon géant et la garde personnelle du seigneur démon. Vlad, pensant initialement que le village était attaqué, s'écrase immédiatement dans les festivités, prêt à se battre. Cependant, en voyant la célébration pacifique, il se calme rapidement et s'approche de Levi et Yuki. Il explique qu'il cherchait Levi, mais maintenant que Yuki est présent aussi, il voit une lueur d'espoir dans le sauvetage du seigneur démon. Vlad révèle la nouvelle troublante que Dez, le seigneur démon, est forcé à un mariage avec un homme nommé Terran. Ce mariage, cependant, n'est pas une union ordinaire, mais une forme de soumission. Terran utilise un collier maudit pour contrôler Dez, la transformant en peu plus qu'une esclave. Yuki est choqué par cette révélation car il n'avait même jamais entendu parler de Terran auparavant, mais l'inquiétude remplit rapidement certains détails cruciaux. Terran est l'homme le plus riche du monde avec assez des ressources pour influencer l'issue de conflits majeurs. Malgré sa richesse et son influence, Vlad avertit que Terran n'est pas digne de confiance, et que le mariage n'est rien d'autre qu'un stratagème pour le pouvoir. Yuki est furieuse à l'idée que son ami soit forcé dans une telle situation, et blâme Vlad de ne pas l'avoir protégé. Cependant, Vlad, déjà accablé par le poids de l'accusation, se défend, en expliquant que Dez avait donné l'ordre elle-même et qu'il était impuissant à s'y opposer. Levi, bien qu'il critique le choix de Dez de se sacrifier pour la paix, convient qu'ils ne peuvent pas abandonner leur ami. Une fois la décision prise, Yuki et Levi se mettent en route pour sauver Dez. Ils empruntent un chemin secret qu'ils avaient déjà utilisé lors de leur bataille contre Dez, lorsqu'elle était encore leur ennemie. Alors qu'ils se dirigent vers le château du roi démon, ils sont attaqués par des loups monstrueux. Yuki, ayant besoin de conserver sa magie pour le combat à venir, laisse la tâche d'éliminer les loups à Levi. Elle élimine rapidement les bêtes avec ses attaques à base d'eau, utilisant ses griffes acérées et sa force écrasante pour les déchirer. En poursuivant leur chemin, Levi réfléchit à son passé avec Yuki. Avant leur alliance, elle n'avait aucun intérêt pour les affaires des habitants de la Terre. Mais après avoir combattu à ses côtés, elle en est venue à apprécier la beauté du monde et de ses habitants, choisissant de le protéger de toutes ses forces. Enfin, ils arrivent au château du seigneur démon. Avec Levi à ses côtés, Yuki est déterminé à stopper le mariage maudit et sauver son ami. Il sait que cette bataille est plus qu'une simple mission de sauvetage de Dez, et qu'il s'agit de prévenir une guerre qui pourrait détruire tout ce pourquoi ils ont lutté. Il y a 5 ans, lorsque le royaume de Destinia et le continent démoniaque étaient en guerre l'un contre l'autre, c'était Yuki qui avait rendu visite à Dez, tendant une main une amitié et un traité de paix pour mettre fin à la guerre. Il lui a offert une magnifique broche en symbole de leur compagnonnage. Et depuis, les deux Is travaillent jour et nuit pour tenir cette promesse. Cependant, lorsque Yuki a soudainement disparu, les deux Is ont dû supporter le poids de maintenir la paix avec Destinia, tout en travaillant dur pour protéger le continent des démons avec l'aide de sa fidèle compagne Vlad. Ce fut cette nuit étrange où l'un de ses soldats est arrivé en courant au château d'Evelbaro, informant de Is que l'armée de Destinia avait attaqué leur force, et qu'ils sont en route pour envahir le royaume. Il lui dit aussi que la bataille a déjà commencé à l'extérieur du château, et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. En entendant cela, Vlad commence à douter de la charte de paix signée il y a 5 ans, entre le continent des démons et le royaume de Destinia afin de maintenir la paix entre les deux. Cependant, Dez lui demande de ne pas tirer de conclusions hâtives, et elle ordonne une réunion de tous les hauts fonctionnaires du continent, annonçant qu'ils doivent préparer l'armée immédiatement et se préparer à défendre le continent quoi qu'il arrive. Elle demande également à ses deux camarades, Zian et Luminia, de se rendre à Destinia immédiatement pour découvrir ce qui se passe là-bas, car la situation entière lui semble très suspecte. Dez faisait de son mieux pour tenir la promesse, mais aucune solution fructueuse ne semblait apparaître. Bientôt, sur ordre de Dez, ils se préparèrent à une bataille inattendue. Le continent des démons commence à s'agiter en préparation. Les soldats remplissaient les entrepôts de marchandises essentielles, les armes étaient distribuées pendant que le peuple regardait tout cela avec stress et inquiétude. Cependant, lorsque les soldats apprirent qu'ils allaient affronter de étranges géants blindés, qui n'étaient pas là il y a 5 ans, ils trouvèrent cela extrêmement étrange. Se demandant pourquoi ils avaient signé la charte de paix, alors qu'ils allaient devoir affronter tout ça un jour. L'insatisfaction et la méfiance envers les humains commencent à se répandre dans le royaume, tout le monde déclarant qu'ils n'auraient jamais dû faire confiance aux humains de Destinia. Cependant, ils faisaient confiance à leur seigneur Dez et savaient que, s'ils suivaient ses ordres, elle les sauverait.
D'autre part, Dez s'inquiète de l'escalade de la guerre, se demandant si. Cela fait un mois, mais le royaume de Destinia ne l'a pas contacté. Cela signifie que même s'ils tiennent la bataille pour l'instant, le continent des démons ne durera pas longtemps sans effort des deux côtés, et la guerre serait la dernière option. Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, Vlad entre dans sa chambre et l'informe que Terence Nieder de la Terran Trading Company a demandé à la rencontrer. L'humain humble entre dans la pièce et commence à débiter des absurdités sur le mariage et des conneries blessant les camarades de Dez. Cependant, Terence semble sérieux avec son offre, qui dit qu'il utilisera le pouvoir de Terran Trading pour aider à mettre fin à la guerre avec Destinia, mais en échange, Dez doit l'épouser. Perdant avec une confiance extraordinaire, il déclare qu'il ne va pas simplement supplier pour la paix mais qu'il mettra fin à la guerre immédiatement avec son pouvoir et sa richesse. Il tend un morceau de papier à Dez, qui contient toutes les conditions et quand elle le lit, elle réalise qu'il ne s'agit pas seulement de mariage mais aussi d'une tentative de Terran de faire d'elle sa esclave pour le reste de sa vie. Le gamin impoli lui montre le collier qu'il lui offrira, lorsqu'ils échangeront leurs vœux de mariage. Quand elle et ses compagnons regardent le collier, ils remarquent qu'il est entrelacé d'une puissante malédiction de servitude. Ses compagnons ne cessent de lui supplier de ne pas céder aux demandes indisciplinées de Terran et de se débarrasser de lui immédiatement, mais tout ce que Dez peut faire, c'est demander un peu de temps pour y réfléchir. De retour dans ses quartiers, Dez continue de penser à l'offre de Terran, se demandant si c'est la seule façon de tenir sa promesse avec Yuki. Soudain, Vlad entre dans la pièce et lui conseille de ne pas accepter cette offre ridicule, car son armée est prête à se battre pour elle jusqu'à la fin, et il jure de la protéger quoi qu'il arrive. En entendant cela, Dez sourit et répond qu'elle accepte l'offre parce que elle aime son royaume et son peuple, et qu'elle ira jusqu'au bout pour les protéger. Enfin, dans le présent, c'est le jour noir du mariage, et le royaume est magnifiquement décoré pour Dez. Dans la chapelle, les gens attendent avec impatience qu'elle marche dans l'allée, tandis que l'impatient Terran tape déjà du pied d'excitation. Ce n'est que grâce à cette stupide guerre que Dez a accepté son offre. Sinon, un visage laid et une personnalité odieuse comme la sienne ne mériteraient aucune fille. D'un côté, il y a les gens du côté de Terran, qui sont humains et ont l'air très heureux, mais de l'autre côté, il y a les démons de Dez, qui fulminent de colère, car leur précieux seigneur est forcé d'épouser un imposteur comme Terran. Bientôt, les portes de la chapelle s'ouvrent et une belle déesse de Dez, en robe de mariée blanche entre, et elle marche lentement vers Terran. On leur demande d'échanger leurs vœux, et Terran sort le collier portant une malédiction d'esclavage, prêt à le lui mettre. Il annonce que Dez est le seigneur du continent des démons, qu'il a juré de se soumettre à lui, et qu'avec ce mariage, ils tenteront d'apporter paix et prospérité au royaume des démons. Puis il demande à tout le monde de prêter allégeance à lui parce qu'il est désormais le seigneur du continent des démons et ensemble ils protégeront le monde et laisseront leur nom dans les livres d'histoire. Bientôt, il tend la main pour lui mettre le collier pendant que Dez prie silencieusement de voir Yuki une dernière fois avant qu'elle ne se marie avec ce gamin. Soudain, le plafond en verre se brise avec fracas et entre le héros de tous les temps. Yuki, tel un prince charmant dans les contes de fées, il tend la main à celle de Dez et dit qu'il est venu sauver la princesse. Réalisant qu'il va perdre Dez, Terran ordonne à ses hommes d'attaquer Yuki. Mais Livia charge rapidement avec son pouvoir de l'eau et les attaque d'un coup. En voyant Livia, Dez est aux anges et Livia répond en plaisantant que Dez ne semble vraiment pas bien en blanc, donc elle doit renoncer à porter une robe de mariée. Mais soudain, un homme étrange en manteau entre dans la chapelle et attaque Livia avec sa magie des ombres, la liant à un endroit. Il se moque en disant que le dieu des mers n'est pas très remarquable sur Terre. Mais avant qu'il puisse faire plus de mal à Livia, Yuki le saisit par derrière et l'envoie valser à travers la pièce d'un coup. Il sort sa lame et menace qu'ils devraient tous se préparer à payer pour avoir fait pleurer Dez. L'homme au visage encrassé sourit et répond que tout le plan était d'attirer Yuki ici. Et maintenant il va aller informer son maître. Après un petit échange de coups, Yuki le maîtrise, mais il disparaît à travers les murs du château, disant que pour l'instant il doit informer son maître des nouveaux événements et qu'il se vengera plus tard. Bientôt, Dez serre Yuki dans ses bras en se plaignant qu'elle lui a manqué, parce qu'il a disparu sans lui dire quoi que ce soit. Yuki est troublé par l'attention qu'il reçoit et répond que sa disparition est une longue histoire, mais il est content que Dez soit en sécurité et la serre dans ses bras. Livia est gênée après avoir vu cette réunion pleine de tendresse, alors elle interrompt, disant qu'ils doivent aussi s'occuper des soldats morts. Mais dès que Yuki enlève la cape de l'un des soldats Terran, il disparaît dans les airs, confirmant qu'ils étaient des soldats magiques faits de malédictions. Yuki ramasse le collier maudit et réalise que la personne derrière toutes ces malédictions ne peut être autre que Thomas, qui travaille actuellement dans l'ombre. Dez est remplie d'excitation et dit qu'elle va le faire payer pour lui avoir fait porter ce costume de mariage. Yuki rit et acquiesce en disant qu'il laissera les affaires du royaume des démons à elle, tandis qu'il ira rendre visite à Rubulus parce que c'est essentiel de s'assurer de l'aide du roi de Régulus. Il rappelle à Dez qu'ils doivent tenir leurs promesses.
de paix et pour cela, ils doivent faire en sorte que les choses fonctionnent. Livia est un peu hésitante à l'idée d'entreprendre à nouveau un long voyage comme moyen de transport, car elle a couru et combattu toute la nuit et est évidemment fatiguée. Bientôt, Rory entre en courant dans la chapelle avec Vlad et demande à Yuki de remettre le broche à Des lui-même, et Yuki s'exécute. Plus tard, Terran est arrêté et Yuki se prépare à partir pour Régulus. Des lui dit qu'elle aurait aimé l'accompagner, mais ce n'est pas le bon. Il est temps pour une dirigeante de quitter son royaume, alors elle préférerait rester ici et protéger son peuple. Yuki est d'accord avec elle et promet de l'emmener dans divers endroits une fois la guerre terminée et qu'il y ait à nouveau la paix. Rory annonce que Des lui a permis d'ouvrir sa propre boutique sur le continent. Démon parce qu'elle lui a remis son précieux bijou. Enfin, Vlad s'avance et remercie Yuki de les avoir aidés et promet que s'il a besoin d'aide, il viendra en courant. Yumi se souvient du moment où elle a rencontré Yuki pour la première fois et à première vue, il avait l'air d'un enfant froid et sans émotion, peu intéressé par les choses d'enfant. Lentement, elles sont devenues amies et ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble et c'était alors que Yubi a réalisé qu'il y avait un côté chaleureux et émotionnellement intelligent chez Yuki aussi. Un jour, en rentrant chez elle, elle tombe sur un panneau d'affichage avec l'affiche d'une académie d'élite et Yui demande avec empressement à Yuki si elle pourrait entrer dans cette académie si elle souhaite aller au même lycée qu'elle. Mais Yuki répond froidement qu'elle devrait viser une option facile plutôt que de s'inquiéter pour une difficile car cela ne fera que rendre les choses plus difficiles pour elle à long terme. Cela contrarie Yubi qui s'éloigne et s'inscrit à l'académie pour sécuriser les chances d'entrer dans la même école que Yuki. Cependant, lorsqu'elle a reçu ses résultats de contrôle, elle a réalisé qu'elle avait obtenu des résultats très faibles et qu'il pourrait lui être difficile d'être avec Yuki. Déçue, elle commence à marcher pour rentrer chez elle quand un groupe de garçons lui bloque le chemin, se moquant d'elle en disant que c'est au-delà de ses capacités, et qu'elle devrait simplement abandonner et s'amuser davantage. Ils commencent à forcer Yubi à arrêter d'étudier et à traîner avec eux. Mais soudain, Yuki sort de nulle part et leur demande fermement d'arrêter de faire les idiots avec elle, et les garçons s'en vont en maudissant Yuki. Ils demandent à Yui quels sont ses projets et elle répond tristement que même si les gens disent qu'elle je ne peux pas le faire, mais elle souhaite quand même aller à la même école que lui. Yuki remarque que Yui a l'air complètement déçu, alors il lui propose d'aider à étudier. En plaisantant, en la menaçant que peu importe combien elle pleure, il ne sera pas indulgent. Maintenant, ils sont dans un pays étrange et Yui connaît à peine beaucoup de choses à son sujet. Pendant que Yuki est parti, elle et ses camarades de classe s'entraînent dur, et Yui fait mieux que les autres. Plus tard, Elka la félicite et dit qu'ils ont tous beaucoup progressé, alors aujourd'hui ils prendront une pause et reprendront leur entraînement plus tard. Juste au moment où Glim et Elka s'apprêtent à partir, Yui court vers eux et leur demande désespérément de lui accorder quelques heures supplémentaires d'entraînement pour qu'elle puisse devenir entièrement formée et forte lorsque Yuki revient. Après avoir réfléchi un moment et observé le reflet clair de la volonté dans les yeux de Yui, ils acceptent. Yui l'emmène au sommet du château et lui dit solennellement que le monde paisible a été créé par Yuki et qu'il est actuellement quelque part là-bas, en train de se battre sous le vaste ciel pour maintenir la paix à nouveau. Elle regarde Yuki et dit qu'en tant que compagnon de Yuki, ils sont toujours prêts pour pouvoir l'aider. Yui répond qu'elle comprend la gravité de la situation et qu'elle veut être avec Yuki ainsi que travailler dur pour cela, mais il lui manque la force. En disant cela, elle demande à Elka de la tester et sans perdre un instant, Elka se jette sur elle avec son épée, mais Yuki la bloque et bientôt, elles sont engagées dans un test de force et de pouvoir. Après un certain temps, Elka regarde Yui et dit qu'elle est devenue plus forte que prévu, et qu'elle est exceptionnellement plus talentueuse que le reste de ses camarades, mais si elle veut toujours se tenir aux côtés de Yuki, alors il lui manque encore quelque chose. Elle conduit Yui à travers un chemin souterrain vide faiblement éclairé par des lampes, et Yui continue de la suivre comme un chiot timide, demandant sans cesse ce qui lui manque encore. Elka répond qu'elles sont dans un égout infesté de monstres et qu'elle parfois l'utiliser comme un terrain d'entraînement final pour les soldats. En entendant cela, Yui est visiblement terrifiée, se demandant ce qu'elle va devoir affronter dans cet endroit effrayant. Soudain, Elka murmure qu'une chose s'approche d'eux depuis l'ombre et bientôt, toute la canalisation commence à trembler et un monstre géant alligator en sort. Yui tremble de peur, mais Elka se tient à ses côtés, l'encourageant à avancer et à l'affronter pour prouver sa force. Rassemblant son courage, Yui fait quelques pas en avant, mais en voyant le monstre grogner de colère, elle sursaute et se sent extrêmement peu sûre d'elle. Cependant, Elka l'encourage en lui disant qu'elle a plus que assez de force pour y faire face. Avec ce monstre et Yui l'attaque avec sa magie de feu, va presque le brûler. Pensant que le monstre est mort, elle regarde Elka avec joie en s'exclamant qu'elle l'a vaincu, mais soudain le monstre se redresse sur ses deux pieds et l'inflige une blessure avec ses griffes acérées. Yui n'abandonne pas et l'attaque à nouveau avec du feu et le blesse. Elka lui demande de le tuer, mais Yui, étant douce de cœur, est un peu hésitante, mais Elka la persuade en disant que Yui est assez forte pour rivaliser avec elle en termes de magie, mais elle doit encore apprendre à tuer l'ennemi.
Sinon, dans cette guerre, l'ennemi finira par tuer ses amis. Si elle souhaite protéger ceux qui lui sont chers, alors elle doit se battre. Et de mettre fin à des vies, et c'est cette détermination qui lui manque encore. Voyant que Yui hésite encore, Elka utilise sa magie, tue le monstre et s'éloigne silencieusement. Yui est toujours triste de ne pas avoir pu tuer le monstre lorsque Théa, la sorcière, frappe à sa porte. Elle entre dans la pièce et soigne la main de Yui avec son pouvoir magique, puis s'excuse auprès d'elle pour le comportement d'Elka. Elle s'installe confortablement dans la chambre de Yui et déclare que elle est heureuse que Yuki ait eu quelqu'un comme elle dans l'autre monde. Elle lui dit aussi qu'Elka souhaite sincèrement la traiter comme une égale, et c'est pourquoi elle l'a jetée dans un véritable combat pour la rendre plus forte. Théa demande à Yui pourquoi elle reste aux côtés de Yuki, malgré les dangers mortels qui rôdent autour de lui. Yui réfléchit un moment puis répond immédiatement que Yuki l'a toujours aidé, et qu'il a été sa véritable amie depuis l'enfance. Elles faisaient presque tout ensemble, que ce soit étudier, jouer, manger, ou la sauver des brimades, alors cette fois elle souhaite l'aider et lui prêter une épaule sur laquelle il peut s'appuyer. Théa sourit à sa confession sincère et lui souhaite bonne chance. Elle sort de la pièce pour rejoindre Elka qui l'attend dehors, évidemment inquiète pour Yui mais faisant semblant de ne pas l'être. Théa lui assure que Yuki est forte mais Elka sait déjà qu'à ce stade Yui est assez forte pour se défendre sur le champ de bataille mais elle s'inquiète que si Yui se bat à leur côté, il y a une possibilité qu'elle soit confrontée à des ennemis extrêmement dangereux. Théa, étant la plus sage, lui conseille de laisser Yui décider par elle-même et elles doivent toutes respecter sa décision quoi qu'il arrive. Le lendemain matin, Liane trouve Yui appuyé contre un mur, ayant l'air visiblement triste. Elles s'assoient ensemble pour avoir une conversation et Liane lui assure que hésiter à prendre la vie de quelqu'un est naturel, même si c'est pour protéger quelqu'un de précieux. Lorsqu'Yui lui demande ce qui motive Liane et sa détermination à se battre, il répond qu'il a choisi de faire souffrir les autres plutôt que de voir les personnes qui lui sont proches souffrir, comme un soldat. Mais il lui dit de trouver sa propre détermination et de ne pas compter sur ses conseils, car Yuki aimerait aussi qu'elle prenne ses propres décisions dans la vie. Après un certain temps, Yui emmène Elka l'accompagner dans l'égout infesté de monstres. Bientôt, un monstre alligator surgit des eaux et Elka lui dit en avertissant que si elle fait un effort pour sortir de sa zone de confort, elle pourrait se briser elle-même, mais Yui lui demande d'être témoin de sa détermination. Elle attaque le monstre avec du feu mais dit à Elka qu'il n'est toujours pas mort, car elle vient de le brûler temporairement avec son pouvoir. Yui dit à une Elka confuse que sa détermination dans la vie est de ne jamais prendre une vie, mais en même temps elle ne perdra jamais. Elka regarde Yui avec admiration et dit qu'elle est vraiment impressionnée par sa détermination exceptionnelle. Mais elle aurait besoin d'une puissance immense pour réussir chaque fois. Yui s'apprête à sauter de joie et promet de devenir encore plus forte pour pouvoir protéger Elka, Yuki et tous les autres. Le lendemain, Glin rassemble tous les chevaliers récemment nommés et annonce que le roi a déjà publié son décret et qu'ils doit aller à la guerre pour protéger le royaume de Distinia. Il leur demande de se préparer à la fois physiquement et mentalement et pour Yui, c'est enfin l'occasion d'accompagner Elka, Glin et Théa à la guerre. Pendant ce temps, Yuki et Levia sont dans une voiture en route vers le continent suivant et Yuki est visiblement irrité de voir Levia s'amuser comme une folle tout en grignotant des collations et en faisant semblant d'être en vacances. Avec la bouche à moitié pleine, elle répond tranquillement que pour l'instant, tout ce qu'elle peut faire, c'est grignoter joyeusement des collations parce qu'elle devra utiliser son énergie quand ils atteindront le continent des hommes bêtes. De plus elle aura la responsabilité du bateau quand ils arriveront au port. Elle se moque de lui en disant que c'est le moindre qu'il puisse faire pour employer gratuitement le dieu de la mer. Yuki argue que la guerre a bloqué tous les navires, il n'y a donc pas d'autre solution que de l'utiliser et lui demande d'utiliser sa magie de transfert pour qu'il puisse sauter directement vers la prochaine destination sans perdre de temps. Toujours prête à se disputer avec lui, Levia répond que la magie de transfert est une grosse tâche qui nécessite des années de préparation, une puissance magique extrême, et que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut faire à la légère. Yuki l'amène en grignotant des snacks parce qu'il ne veut pas se lancer dans un autre débat avec la bavarde. Soudain, la calèche s'arrête brusquement, et Yuki et Levia s'accrochent fermement à ses armes face au danger imprévu. Mais juste avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, deux passagers essaient d'entrer dans la voiture. Et quand Yuki les regarde, il reconnaît l'un d'eux. C'est la pleurnicheuse Alizée, et elle voit Yuki après longtemps. Fidèle à son nom, Alizée commence à pleurer à nouveau de bonheur. Après s'être calmée, elles reprennent leur voyage et Yuki présente Alizée à Levia comme sa compagne lors de son dernier appel dans ce monde. Alizée déclare avec conviction qu'elle est la meilleure élève de Yuki, qui lui a enseigné les bases du combat. Puis elle présente Yuki et Levia à Amel, sa sœur cadette. Puis enfin, elle lui demande où il a disparu pendant 5 longues années, en l'abandonnant et voyant que ce n'est pas le moment approprié. Il dit qu'il expliquera plus tard. Il demande à Alizée de l'accompagner dans son voyage vers le continent des bêtes, et de l'aider comme elle l'avait fait lors de son voyage il y a 5 ans. Mais Alizée devient un peu triste et répond qu'elle aurait aimé l'accompagner mais qu'à ce moment-là, elle est prise dans une situation sérieuse.
Elle explique que depuis que Yuki a disparu, elle a pris des emplois qui impliquaient de combattre des monstres pour ne pas perdre la main et un jour, elle a accepté la demande d'un villageois de tuer un dragon. C'était dans le village de Zafro, un village connu pour son environnement calme et agréable. On lui a demandé de vivre avec Amel pendant un certain temps, et c'est d'elle qu'elle a appris que elle a un frère qui est sorti pour tuer le dragon mais qui n'est pas encore revenu, et depuis, lui vit seul dans ce village, menant une vie solitaire sans lui. En la voyant, Alizée lui demande de la considérer comme sa grande sœur, et elle restera avec elle pendant un certain temps, c'est ainsi qu'elles se sont trouvées. En entendant cela, Yuki demande si le frère d'Amel a disparu parce que le dragon l'a tué. Mais Alizée répond que ce n'est peut-être pas le cas, car chaque fois que le dragon attaque, plusieurs villageois disparaissent, et ce n'était pas seulement le frère d'Amel. Normalement, lorsque le dragon attaque, il laisse derrière lui des preuves de la bataille, donc même si les gens sont vaincus, ils auraient laissé des preuves, mais il semble que tout le monde a simplement disparu sans laisser de traces, comme s'il s'était évaporé dans l'air. En entendant cela, Yuki déclare que cela ne semble pas être une attaque normale et Lovia ajoute qu'il semble qu'ils aient tous été enlevés. Alizée continue de narrer les événements et dit qu'elle pensait que la première chose qui pourrait éventuellement résoudre le problème était de vaincre le dragon, alors elle a pris une mesure drastique et a désactivé le sort contre le mal, afin d'attirer le dragon et de le battre. Comme elle l'avait prévu, le gigantesque dragon est apparu à minuit et ils se sont tous les deux retrouvés engagés dans un dangereux embrouillement, mais le dragon commence à s'envoler pour s'échapper, alors elle a coincé le dragon et s'est mise à sa poursuite pour en finir, mais elle a perdu sa tracée. Est retournée au village, seulement pour découvrir que le reste des villageois avait également disparu. Mais à sa grande soulagement, Amel était toujours là, cachée dans un coin par peur, alors à l'aube, elle a décidé d'aller en ville pour faire en sorte que quelqu'un s'occupe d'elle et finalement elle a trouvé Yuki et Lovia. Elle veut retrouver le frère d'Amel et lui permettre de vivre paisiblement dans le village, mais elle ne comprend pas quel mauvais tour le dragon lui joue. Yuki répond qu'il n'a jamais entendu parler du dragon kidnappeur, mais il est prêt pour aider parce que son précieux élève est en difficulté. Après tout et Lovia accepte aussi de prêter main forte. Ils sont encore en route et il pleut fortement pendant que Lovia élabore ses propres théories étranges sur les villageois disparus. La première ressemble clairement à une légende urbaine parce qu'elle implique des zombies. Elle fait une grimace effrayante et dit de manière inquiétante que tout le village s'est transformé en mort-vivant, et qu'il y a en fait un sorcier maléfique parmi les villageois, mais Amel répond sérieusement qu'il n'y a pas de tel sorcier dans son village. Yuki intervient en disant que les zombies augmentent en nombre et ne disparaissent pas dans l'air. Selon la fameuse théorie des zombies, mais Lovia répond R. Des zombies qui, après s'être transformés en zombies, disparaissent quelque part. Quand Yuki demande à propos du dragon, elle répond que c'était le zombie dragon. Car il y avait autrefois une légende dans la campagne sur un zombie qui devenait un dragon et en entendant cela, Yuki se frappe la tête en lui demandant de prendre la question au sérieux et de ne pas raconter des contes de fées bizarres. Elle propose la théorie des sirènes parce qu'elle a entendu que lorsque les marins disparaissent, on suppose souvent que c'est l'œuvre des sirènes car le chant d'une sirène attire les hommes dans l'océan et Yuki la regarde avec incrédulité et répond que le village est dans les montagnes, pas sous la mer d'Anne. Lovia devient encore plus folle quand elle dit que la sirène pourrait vivre dans le montagne parce qu'ils aiment la nourriture là-bas. Amel répond que les monstres marins ont une odeur distincte qui les rend reconnaissables de loin, donc cela ne peut pas être le cas non plus. L'énergie folle a également influencé Yuki, car il suppose que c'est l'œuvre des extraterrestres, car dans son monde, les humains savent que les extraterrestres viennent des tableaux d'humeur, soucoupes volantes et les enlèvent, mais Lovia se frappe la tête en répétant que Yuki devrait prendre cela au sérieux et ne pas raconter des histoires bizarres. Yuki se demande si le dragon qui a attaqué les villages vient d'une espèce avancée, qui a le pouvoir d'éviter d'être capturé en se transformant en humain et en vivant parmi les villageois. Cependant, Lovia demande pourquoi le dragon n'a pas utilisé ses pouvoirs pour faire disparaître Al-Aziz. Mais avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, le cocher annonce anxieusement que ils ne pourront pas avancer à cause des pluies et des inondations. Lovia demande ce qu'Al-Aziz fera une fois qu'elle atteindra la ville et elle répond qu'elle retournera au village de Zafro et essaiera de trouver des preuves sur les villageois disparus. Yuki se demande pourquoi le dragon a continué à attaquer le village encore et Lovia répond tranquillement que c'est peut-être parce qu'il avait faim et voyait simplement les humains comme des proies. Ou peut-être qu'il a été attiré là par des pouvoirs magiques. Elle explique qu'il existe un pouvoir magique que les gens utilisent pour attirer les monstres à l'intérieur du village et que certains monstres sont vraiment attirés par cela. Mais ils ne peuvent toujours pas comprendre la disparition des villageois, car même si c'est de la magie, cela n'explique pas la cause des gens qui s'évaporent dans l'air et ils devraient vraiment être quelque part. Yuki commence à y voir plus clair et demande si c'est la magie de transfert qui a d'abord été utilisée pour téléporter les villageois quelque part, puis a attaqué le village. Et chaque fois que cela se produisait, le dragon était attiré par les pouvoirs magiques. Un Al-Aziz complètement confus répond que chaque magie nécessite un propriétaire et demande si Yuki sous-entend que quelqu'un se cachait déjà dans le village pendant toutes ces disparitions.
Yuki répond qu'elle devrait demander directement au propriétaire elle-même pointant vers Amel et bientôt Amel devient défensive. Un Al-Aziz nerveux la défend en disant que Yuki ne peut pas lui en vouloir parce qu'elle est la victime, mais Yuki lui rappelle qu'Amel leur a dit auparavant que les monstres marins ont une odeur distincte comme Levia, mais Levia, qui est une déesse de la mer, ne laisse jamais ses pouvoirs s'échapper. Et cela signifie clairement qu'Amel est un peu suspecte et qu'elle connaissait déjà le secret de Levia. Soudain, il demande à Amel comment elle a su pour Levia, et avant qu'il ne puisse comprendre, ses yeux deviennent rouges et elle répond manuellement qu'elle connaît un peu les monstres. Elle fait exploser la calèche avec ses pouvoirs magiques et se transforme soudainement en dragon, confirmant les soupçons de Yuki qu'elle était vraiment un dragon déguisé en humain. Elle commence à les attaquer avec des boules de feu, mais Yuki continue de les éviter. Il demande à Al-Aziz de prendre les commandes pendant qu'il active son épée avec les pouvoirs de Levia et la frappe vers le dragon. Bientôt, Al-Aziz saute dans les airs et attaque le dragon de front et le tue. Yuki part avec Levia vers le village des bêtes tandis qu'Al-Aziz retourne au village, perdu dans les doux souvenirs d'Amel. Mais soudain, elle voit Amel suivie d'une grande bête sur le seuil et, sur la défensive, elle pointe son épée vers elle. Amel rit d'elle et dit qu'elle était folle de penser qu'elle était morte. Al-Aziz lui demande avec colère ce qu'il est advenu des villageois et elle répond qu'elle les a transformés en poupées métalliques car elles avaient toutes de puissants pouvoirs magiques et maintenant elles seront utilisées dans des guerres. Puis elle déclare qu'il n'y avait personne nommé Amel tout ce temps car elle est Mélior, la maîtresse des monstres et Thomas lui a donné ce nom. Dans le village des bêtes, vit une fille chat nommée Sharoneko qui travaille comme chasseuse de monstres et est aimée par les habitants du village. Chaque fois qu'elle termine son travail et se dirige vers chez elle, les villageois lui offrent toutes sortes de nourriture comme de la viande, des fruits et du lait pour elle et sa sœur malade. D'autre part, Levia et Yuki ont également atteint le village des bêtes mais il n'y a pas de bateau disponible pour elle pour le moment. Tous les bateliers les chassent, alors Yuki demande à Levia de redevenir un bateau, mais une Levia en colère avance et déclare qu'elle ne redeviendra pas un bateau. Car elle a nagé sans relâche pendant 3 jours et 3 nuits. Yuki s'excuse auprès d'elle et dit qu'il est le seul sur qui il peut compter pour ce genre de choses, mais il ne souhaite pas la pousser au-delà de ses limites. En entendant cela, Levia s'adoucit un peu et répond que si on lui permet de se reposer une nuit, elle est prête à redevenir le dragon d'eau et à l'aider. Les bateliers assis à proximité, qui ont entendu leur conversation, leur annoncent aussi qu'un bateau sera disponible demain. Ils ont donc décidé de passer la nuit dans un endroit proche, et continuer leur voyage le lendemain. Ils entrent tous les deux dans une auberge tenue par une dame nommée Kirueno et par coïncidence, Shiru est également présente là-bas car elle vient souvent acheter des médicaments chez Kirueno pour sa sœur malade en échange de petits travaux. Mais dès qu'ils entrent dans l'auberge, Shiru se cache sous sa cape et sort discrètement en fixant Yuki. Kuro les accueille et demande s'ils cherchent une chambre, et Yuki acquiesce en disant qu'ils veulent une chambre pour deux, et Levia ajoute qu'elle veut une chambre avec des lits moelleux. Yuki demande aussi s'il y a de bons magasins à proximité pour qu'ils puissent se procurer de la nourriture délicieuse, et Kuro leur dit qu'il y a un bon dîner à proximité qui sert une cuisine traditionnelle des bêtes hommes. De retour chez elle, Shiru nourrit sa sœur Minako tout en réfléchissant à l'assassinat que Dame Kuro lui a demandé d'entreprendre et promettant que si elle le fait, alors elle pourra obtenir des médicaments gratuits pour sa sœur. Le travail consiste à assassiner Yuki et après avoir réfléchi un moment, elle finit par décider de le faire pour le bien de sa sœur qui a été maudite. La nuit, elle se rend à l'auberge et rencontre Kuro qui l'informe que Yuki et Levia dorment profondément, donc elle peut facilement s'approcher d'eux. Shiru considère Kuro comme sa grande sœur car elle lui fournit non seulement des médicaments pour sa sœur, mais s'occupe également des pauvres orphelins du village. Elle propose qu'après avoir terminé le travail et être payés, les 3 d'entre eux puissent aller vivre ensemble ailleurs. Kuro décline sa proposition mais accepte d'être appelée sa grande sœur et bientôt. Elle lui remet les clés de la chambre de Yuki et Levia, et lui demande de finir le travail. Shiru entre discrètement dans la chambre, allonge ses griffes de requin, et s'attaque à Yuki mais tout ce qu'elle réussit à toucher, c'est le matelas et le coton et bientôt, elle réalise que Yuki l'a trompée avec de la magie d'illusion. Yuki prend un moment et la pousse par la fenêtre en lui demandant si elle fait aussi partie des sbires de Tuma. Elle répond qu'elle ne sait pas qui est Tuma, mais qu'elle va sûrement lui prendre la vie, et en disant cela, elle se transforme en une bête partielle et fonce sur Yuki, lançant une boule de feu, mais Yuki l'évite avec sa lame. Il lui conseille de ne pas utiliser sa puissance stupide en plein centre de la ville, sinon elle la brûlera, puis il lui donne une gifle, lui faisant tomber la tête sur une boutique abandonnée. Dès que Shiru s'effondre, elle perd connaissance, et lorsque Yuki et Levia inspectent son corps, il réalise qu'elle dégage une énergie maudite, et cela signifie qu'elle doit l'avoir obtenue de quelqu'un. Après un certain temps, Shiru se réveille pour se retrouver chez elle et se prépare à l'attaquer à nouveau, mais sa sœur l'en empêche. Elle explique que Yuki l'a trouvée inconsciente et l'a fait entrer, et Yuki signale secrètement à Shiru de suivre sa fausse histoire à la place, plutôt que de lui parler de la mission d'assassinat. Comprenant rapidement la situation, Shiru remercie Yuki. Yuki répond qu'il sait qu'elle fait des petits boulots pour ça.
sœur malade et lui dit que sa sœur ne souffre pas d'une maladie, mais qu'elle a été maudite par quelqu'un. Il s'approche d'elle et utilise une magie semblable à une rupture pour toucher un collier autour de son cou, et déclare qu'elle est sous une puissante malédiction. En entendant cela, Shirou tombe à genoux et implore Yuki de sauver sa sœur, lui promettant de faire n'importe quoi en échange, et Yuki lui assure qu'il sauvera sa sœur à coup sûr. Il avertit Mineko que la suppression de la malédiction pourrait être un peu désagréable, mais elle l'encourage à continuer et à ne pas s'inquiéter pour elle. Après un moment, Mineko est allongée sur un lit pour le rituel de suppression de la malédiction, et Yuki lève le bras en l'air pour activer son arme de gourmandise et lui demande de dévorer la malédiction. Bientôt, l'arme s'ouvre en deux et commence à aspirer l'énergie maudite du corps de Mineko. Mais soudain, la femme Kuro surgit de derrière et annonce qu'ils ne peuvent pas faire cela sans sa permission, puis lance une dague acérée vers Yuki, mais Shirou intervient et la reçoit à sa place. Kuro menace en disant que Shirou n'a pas seulement échoué à exécuter ses ordres, mais qu'elle protège aussi la cible, et bientôt, elle déclare qu'elle prendra Yuki en garde à vue. Livia l'attaque avec sa magie de l'eau, mais Yuki lui avertit que Kuro est très forte, mais Livia déclare qu'elle est la déesse de la mer. Kuro se multiplie rapidement en plusieurs copies et piège Livia de tous côtés, mais Livia les élimine avec ses épées d'eau. Une fois qu'elle a piégé Kuro de tous les côtés, elle lui demande des informations sur Tuma et ses intentions, promettant qu'elle ne la tuera pas si elle dit la vérité. Elle répond que le but de Tuma est de devenir le dieu et de détruire toutes les espèces du monde, en disant qu'elle disparaît. Bientôt, Mineko court vers Shirou et l'embrasse, en disant qu'elle va bien maintenant grâce à Yuki. Yuki montre à Livia le collier maudit qui était sur Mineko et lui dit que c'est le même collier maudit que Terran a donné à Dez et à Mox Tuma pour rêver grand et devenir un dieu, mais s'il prévoit de détruire ce monde, alors il n'a d'autre option que de le frapper et de lui faire entendre raison. Le lendemain matin, ils vont louer un bateau pour continuer leur voyage et Livia fait la tête parce qu'elle n'a pas assez dormi. Ils sont tous les deux en route pour rencontrer le roi des bêtes, mais ils aperçoivent les sœurs chats, Shirou et Mineko au bord de la rivière et Yuki demande au batelier d'arrêter le bateau. Shirou propose de les accompagner à Regdom pour les aider au combat, promettant qu'ils seront utiles en combat. Yuki regarde Livia et elle acquiesce, alors Yuki demande aux sœurs de se joindre à eux. À Regdom, le royaume royal, le roi des bêtes est coincé entre deux opinions. Un groupe d'hommes essaie de le pousser à occuper à la fois les royaumes humains et démoniaques, tandis que l'autre souhaite rester sûr, garder la paix et ne pas aggraver la situation. Pendant ce temps, Yuki et son équipe ont atteint les portes du palais, mais les gardes là-bas se révèlent être une énorme nuisance parce que ils ne leur permettent pas d'entrer dans le palais. Mais soudain, Yuki entend une voix familière d'en haut et bientôt il voit la fille du roi, Ru, faire une entrée dramatique en sautant sur eux. Elle marche sur les gardes du palais et s'accroche à Yuki, s'exclamant avec excitation qu'il sent encore la même chose, mais soudain elle décide de tester Yuki. Cependant, il est trop vieux pour ses astuces et la surpasse rapidement. Ru brille de bonheur en disant qu'elle ne l'a jamais sous-estimé en tant que maître, mais Yuki nie rapidement qu'il ne va pas devenir son maître. En voyant les sœurs félines, très collantes et affectueuses, dans l'Ovia, on dirait qu'elles vont vomir, mais elles ne peuvent rien y faire, puisque Yuki est très populaire parmi les filles. Elle l'emmène chez son père, l'empereur d'Élan, tout en s'accrochant au bras de Yuki. Ru lui demande pourquoi il a disparu soudainement et l'interpelle sur le fait qu'il n'est pas revenu vers elle, mais Yuki change rapidement de sujet en disant que beaucoup de choses se sont passées et qu'il en parlera plus tard. Bientôt, ils arrivent au palais du roi, et tout comme sa fille, l'empereur lui saute dessus. Mais Yuki est rapide pour le faire basculer et le faire tomber au sol. Le roi s'exclame avec joie que c'est vraiment Yuki, car seul lui peut le renverser avec une telle puissance. Il les emmène à l'intérieur et ordonne un festin pour célébrer l'occasion spéciale de l'arrivée de Yuki, mais Yuki lui dit qu'il gardera le festin pour plus tard car pour l'instant, il est ici pour des affaires importantes. Le roi des bêtes sait déjà ce qui s'est passé récemment et dit qu'il est au courant de la guerre qui se déroule entre les démons et les humains. Yuki lui dit que Tuma est derrière tout cela car il souhaite devenir le dieu et complote pour tuer tout le monde. Le visage du roi est abattu par l'inquiétude et il déclare qu'il ne peut pas rester assis comme qu'après avoir entendu tout cela, car cela nuira finalement à sa nation Zudorado. Mais Yuki lui dit que se battre ne fera qu'aggraver les problèmes, donc tout ce qu'ils veulent de lui, c'est de fournir un soutien au cas où ils en auraient besoin. Ru se porte volontaire pour rejoindre Yuki au lieu de son père et l'aider dans la guerre. Mais pendant qu'ils discutent, un étrange individu au corps sculpté entre dans le palais, stormant de colère et déclare que les humains et les démons sont leurs ennemis naturels et considérant que leur nation est déjà en danger, ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer leur main-d'œuvre en soutien à d'autres nations. Quand Yuki lui demande qui il se présente comme Ruga, le commandant de l'armée de Zudorado et le fiancé de Ru. Lorsque Yuki regarde Ru avec surprise, elle nie frénétiquement que Ruga soit son fiancé. Le roi argue qu'il a promis d'aider Yuki parce qu'il est le héros qui a sauvé ce monde, mais Ruga se moque en disant que le même héros a disparu il y a 5 ans, sans laisser de traces, et maintenant, miraculeusement,
il est revenu, alors ils ne peuvent pas lui faire confiance du tout. Roux ne supporte plus ses discours idiotes, alors elle lui crie dessus en disant que Yuki peut lui faire confiance parce qu'il est son futur maître. Voyant que la situation va devenir hors de contrôle, le roi décide de soutenir Locan qui remportera le duel, et bientôt Roux défie Yuki pour un combat. Le roi mentionne aussi que celui qui gagnera ce duel sera immédiatement engagé à Roux, et la foule éclate en acclamations pendant que Yuki est nerveux parce qu'il Je n'aurais jamais pensé que les choses finiraient par un mariage. L'arrogant Roux demande à Yuki de le rencontrer sur le terrain à Noum et de se préparer à sa mort. Le lendemain matin, le roi explique à Yuki que les règles du royaume prévoient un duel en cas de désaccord entre deux parties. Il essaie de le convaincre que s'il gagne, alors il aura le soutien de l'armée et de Roux aussi. La nuit précédant la bataille, Roux rend visite à Ruga et lui avertit que Yuki est à un tout niveau différent et qu'il n'a aucune chance contre lui. Ruga répond qu'il est lui-même un guerrier et qu'il n'a pas besoin de combattre Yuki pour connaître la différence entre leurs capacités, mais en tant comme bête et comme, il ne peut parfois pas reculer. De plus, il montre à Roux un charme tatoué et lui dit qu'il lui a été donné par le mage de l'Est et qu'il convertit la forte volonté d'une personne en force. Et même si ce genre de choses est interdit dans le royaume et que le roi est strictement contre cela, il l'utilisera quand même pour la protéger, même si cela signifie perdre sa fierté et sa vie. Déçu que Ruga ait pris sa décision, Roux s'éloigne. Le lendemain matin, une énorme foule se rassemble à elle. Arène où Yuki et Ruga vont s'affronter. Yuki ne s'attendait pas à une foule immense, mais Roux lui dit que les habitants de ce royaume aiment les festivals. Bientôt, le roi annonce que le combat pour décider qui est la bonne personne pour épouser Roux va commencer bientôt. Le combat commence et Roux attaque Yuki avec ses poings et ses griffes, mais il ne parvient pas à blesser Yuki. Réalisation qu'il va perdre le combat, il se transforme en un loup et attaque à nouveau Yuki, mais il est surpassé par le loup et le jette au sol pendant que la foule acclame Yuki. Yuki pense que le combat est terminé et se détourne de lui, mais Ruga immédiatement revient sous sa forme de loup, mais cette fois-ci plus grand et plus dangereux et envoie Yuki voler à travers le panneau du public. Une étrange énergie provenant des tatouages de mage commence à pulser à travers le corps de Ruga et le transforme en un loup maniaque, si bien que le roi demande immédiatement à ses gardes d'évacuer le public. Olivia tend à Yuki sa lame pour faire face à un Ruga maudit. Yuki réalise que Ruga souffre d'une énergie maudite et que quelqu'un d'autre contrôle son corps alors qu'il essaie frénétiquement de l'empêcher d'attaquer des gens ordinaires. Roux intervient et demande à Ruga de cesser son fanatisme, mais rien ne semble arrêter Ruga qui s'est transformé en bête maniaque avec du sang s'écoulant de son muscles, yeux brûlants de rouge dans le corps, s'élargissant en taille et en proportion. Bientôt, un tourbillon apparaît au-dessus de sa tête et, soudain, une illusion de Tuma émerge de lui. Tuma dit nonchalamment qu'il a dû tuer Ruga pour l'arrêter. Sinon, il aurait fait perdre à Yuki son précieux énergie magique. Il lui dit qu'il souhaite le voir en personne et il sait que Yuki reviendra. Soudain, Tuma pointe Roux pour l'attaquer, mais Yuki intervient entre eux, et cela met Tuma en colère, qui accuse de manière maniaque Yuki de choisir une simple fille bête plutôt que lui encore une fois. Il a toujours souhaité que Yuki le choisisse, mais comme ce n'était pas le cas, il ferait en sorte de tuer des humains, des démons, des bêtes pour Yuki, et une fois que le monde entier sera anéanti, lui et Yuki vivront paisiblement en tant que dieux. Yuki s'avance vers lui, pointe sa lame vers lui et lui ordonne de fermer sa bouche. Parce qu'il se fiche des idées absurdes qui flottent dans sa tête, mais s'il doit blesser des innocents, alors il n'hésitera pas à couper à nouveau Tuma. Tumari et l'informe que Destinia a commencé son invasion du continent démoniaque, et que le monde est en marche, et si Yuki a le temps et le pouvoir, il peut aller de l'avant et tout arrêter. Il déclare qu'un jour il remportera Yuki et disparaît lentement. Après la bataille, le roi s'excuse auprès de Yuki d'avoir approuvé une bataille dangereuse, mais Yuki lui demande de devenir sentimental plus tard, mais pour l'instant, ils doivent se rendre immédiatement sur le continent démoniaque pour arrêter Tuma. Le roi accepte de leur organiser un navire immédiatement et lui assure que son armée fera les préparatifs dès que possible. Flashback à 10 ans en arrière, lorsque Yuki et Tuma ont été convoqués dans ce monde pour la première fois à travers le portail. Ils se sont retrouvés dans un palais étrange avec des chevaliers et un roi qui était ravi de les voir et a déclaré qu'ils étaient les héros venus les sauver. Yuki, le plus franc, s'en prend à eux et leur ordonne d'arrêter de les appeler comme des héros sans leur dire ce qui s'était passé et ils ne devraient pas essayer de leur refiler les problèmes de leur royaume. Cependant, Yuki a vite commencé à s'adapter à la vie là-bas et a commencé à pratiquer diverses tactiques et techniques tandis que le timide et réservé Tuma est toujours nostalgique et continue de se plaindre d'être coincé dans un pays étrange sans issue. Tuma a toujours admiré Yuki comme son aîné et a suivi ses pas. Alors quand Yuki lui a assuré qu'ils étaient dans le même bateau et qu'ils s'en sortiraient ensemble, il s'est accroché à ses paroles et a supposé que Yuki serait toujours de son côté quoi qu'il arrive. Un jour, Yuki lui a demandé de travailler avec lui pour arrêter la guerre parce que tuer et obtenir être tué par des étrangers dans un pays inconnu va être une perte de temps et de vie.
Mais Tuma était hésitant car il n'était pas aussi fort physiquement et mentalement que Yuki. Il a déclaré que cela lui serait impossible, mais Yuki lui a assuré qu'ils étaient choisis comme héros et qu'ils ne sauraient pas s'ils sont capables de faire quelque chose tant qu'ils n'essaient pas. Il lui dit qu'ils n'ont que l'un l'autre puisqu'ils viennent du même endroit. Et en d'autres termes, ils sont frères de la même ville natale, donc il s'assurera de protéger Tuma. Après quelques jours, Yuki prévoit de quitter Distinia et de sortir, pour explorer le monde étrange dans lequel ils ont atterri. Il voulait faire cela pour arrêter la guerre et obtenir suffisamment d'informations sur le royaume dans lequel il se trouve. Cependant, Tuma ne pouvait pas l'accompagner car il était encore faible et effrayé, mais, avant de dire au revoir à Yuki, il lui a promis que lorsqu'il reviendrait, il le trouverait assez fort pour arrêter la guerre et assez fort pour accompagner Yuki dans les batailles. Le temps passa et les saisons changèrent, et pendant que Yuki était là-bas à faire de son mieux pour arrêter les guerres et en apprendre davantage sur le monde et ses règles, Tuma, quant à lui, menait des batailles pour Distinia. Un jour, il reçut le titre de chevalier d'argent pour avoir défendu de manière extraordinaire Distinia dans les batailles et il reçut son épée du roi. Il a commencé à être connu comme le brave héros du royaume de Distinia. Le peuple et l'armée de Distinia ont commencé à placer leurs espoirs en lui, priant qu'un jour Tuma mène la nation. Tuma est heureux de cette nouvelle célébrité mais en même temps, il attend le retour de Yuki. Il sait qu'il a tenu sa promesse envers Yuki en devenant fort à la fois personnellement et politiquement et espère mettre fin à la guerre bientôt. Mais un jour, alors que Distinia était attaqué par un autre royaume et que Tuma dirigeait le bataillon, il est entré distraitement dans une étrange grotte avec une statue d'une femme sans tête tenant un collier. Après avoir tué un soldat ennemi caché, Tuma prévoyait de rentrer, mais soudain la caverne s'illumina d'une lumière ivoire et la statue commença à lui parler. La femme commence à l'attirer en disant qu'elle sait toute sa haine de son inimitié et de tout le mal en lui, mais Tuma n'est pas le moins du monde intéressé par ses absurdités et commence à s'éloigner jusqu'à ce que la femme prétende connaître ses désirs. Tuma la regarde et se demande quels pourraient être ses désirs, mais tout ce à quoi il pouvait penser était Yuki et sa promesse de devenir fort et de se battre à ses côtés. Mais bientôt, le collier sur la statue émet une étrange énergie qui possède Tuma, transformant ses yeux en une vive teinte rouge. Suryu sortit de la caverne mais il continuait à penser à ce que la femme avait dit. Soudain, un chevalier s'approche de lui et l'informe qu'il a reçu un message urgent de la capitale, indiquant qu'une trêve a été déclarée au nom de la paix, et que toutes les forces sont invitées à revenir, et qu'elles signeront un traité de paix. Il lui dit aussi que les dirigeants du traité de paix passeront bientôt par le royaume, et qu'ils doivent assurer leur sécurité. Bientôt, une calèche passe juste devant lui, et en regardant à l'intérieur, il voit Yuki, qui discute joyeusement avec d'autres camarades. Il le regarde avec de grands yeux, et Yuki le regarde aussi, mais seulement un instant, puis, il détourne le regard pour continuer à bavarder. Bientôt, le traité de paix est signé à l'intérieur du palais, et tout le monde. Des acclamations pour Yuki alors qu'il est entouré de nombreux nouveaux amis. Une étrange solitude emplit le cœur de Tuma car il avait supposé qu'après des décennies, sans se rencontrer, Yuki passerait un peu de temps avec lui aussi. Le royaume célèbre l'arrivée de Yuki et la fin de la guerre et tout le monde a l'air heureux. Enfin, Tuma voit Yuki seul au sommet d'un château, alors il s'approche de lui et le félicite pour son travail acharné, tandis que Yuki apprécie aussi ses efforts pour protéger Distinia. Cependant, avant que Tuma ne puisse dire quoi que ce soit, Elka et les autres appellent Yuki pour rejoindre la fête et Yuki s'excuse auprès de Tuma pour aller vers eux. Mais soudain, après beaucoup d'hésitation, Tuma lui rappelle sa promesse et lui demande s'ils doivent retourner dans leur monde. Cependant, Yuki n'avait pas envie de quitter le royaume et dit que cette stupide guerre a enfin pris fin, et qu'il y a encore tellement à voir dans cette nouvelle terre étrange, alors, c'est enfin le début de sa vie insouciante dans un autre monde. Dès qu'il entend cela, la voix de la femme résonne à nouveau en lui, l'incitant à haïr Yuki pour son égoïsme, et elle continue de faire croire à Tuma que Yuki a changé et ne souhaite pas tenir sa promesse. Dès que Yuki commence à s'éloigner, l'énergie possède Tuma et le collier se met à briller d'une énergie maudite, le transformant en un maniaque. Il appelle Yuki et déclare qu'il tuera quiconque se mettra en travers de leur chemin, y compris les démons, les humains et les bêtes. Voyant cela, Yuki est extrêmement alarmé, alors il essaie d'empêcher Tuma. Mais Tuma semble avoir été possédé par une puissante malédiction. Ils se battent férocement lorsque soudain Yuki tranche son épée contre le collier maudit de Tuma, tandis que Tuma l'attaque aussi, et une explosion d'énergie les enveloppe. Lorsqu'Elka, Glin et d'autres courent vers le toit, ils découvrent qu'il y a un énorme cratère. Cependant, ni Tuma ni Yuki ne sont visibles. Cependant, Tuma entre à nouveau dans la grotte et de là, il découvre qu'il peut constituer une armée de personnes qui deviendront ses partisans. C'est ainsi que Tuma est devenu l'ennemi juré de Yuki. D'un autre côté, tout comme Tuma l'avait dit à Yuki, les navires de Distinia chargés de soldats et de camarades de classe de Yuki se dirigent vers le continent du diable. Le général sur le navire demande à ses hommes d'utiliser toutes leurs forces pour détruire les démons car c'est un ordre royal de leur roi.
Sur le pont du navire se trouvent Glyn, Elka, Yui et Théa utilise ses boules magiques pour vérifier la présence de magie et bientôt, elle peut tracer la magie de Touma à proximité. Elle déclare qu'il ne fait aucun doute que Touma est sur l'île. Et que leur véritable ennemi n'est pas les démons mais Touma lui-même. Glyn fait remarquer que le général et les autres sont tous en émoi pour vaincre les démons et que s'il essaie de leur dire que Touma est derrière tout cela, il les traiterait probablement d'espions. Elka soutient que s'ils ne font rien maintenant, ils vont déclencher une guerre inutile avec les démons. Yui, cependant, déclare qu'elle croit en Yuki et qu'elle est sûre qu'il est là-bas, en train de faire de son mieux pour arrêter la guerre, donc tout ce qu'ils ont à faire pour lui, c'est de gagner plus de temps. Théa est d'accord avec elle et déclare qu'elle devrait faire de leur mieux pour éviter autant de pertes que possible et pour cela, Yui est la meilleure candidate. Enfin, elle rassemble toutes leurs armes et décide d'aider Yuki et d'arrêter la guerre pour retrouver la paix. Bientôt, les navires de Distinia atteignent le continent démoniaque, et un affrontement brutal commence entre les deux armées. Le général de Distinia ordonne à ses soldats de tirer sur l'entrepôt des démons avec de la magie, tandis que le chef des démons ordonne à ses hommes de continuer à tuer les ennemis autant qu'ils le peuvent et de les éloigner de leur base militaire. On dirait qu'ils vont tous finir par s'entretuer et le chaos éclate à travers le continent avec les deux côtés réticents à céder. D'un autre côté, Elka, Glyn, Théa et Yui rassemblent les camarades de classe de Yuki et leur ordonnent d'attendre que l'ennemi concentre toute son attention à l'avant avant d'utiliser leurs astuces et armes individuelles. Bientôt, Elka crie un ordre leur demandant d'avancer, tandis que Glyn s'attaque aux soldats ennemis de toutes ses forces. Elka et Théa utilisent leur tour de magie pour éliminer leur ennemi. Les camarades de classe de Yuki sont un peu sous-entraînés et hésitants mais, néanmoins ils avancent pour affronter les démons de front. Yui se tenait au milieu du champ de bataille, observant. Alors que ses camarades entourent un soldat démon blessé, la créature était déjà trop blessée pour se battre et elle ne pouvait pas les laisser l'achever. D'une main ferme, elle intervint et les arrêta, leur rappelant que tuer un soldat sans défense allait à l'encontre de l'éthique de la guerre. Ses camarades, cependant, ne partageaient pas son avis. L'un d'eux, frustré et en colère, lui cria dessus. Il soutenait qu'en guerre, il devait tuer ou être tué. S'il ne terminait pas le démon maintenant, il pourrait revenir les tuer plus tard. Mais Yui refusait d'accepter cette façon de penser. Elle leur dit qu'ils ne pouvaient pas perdre leur humanité simplement parce qu'ils étaient en guerre. Tuer quelque chose qui ne pouvait pas se défendre n'était pas juste. Elle voulait qu'ils se souviennent de ce que cela signifiait, d'être humain, même dans des circonstances horribles. La guerre ne devait pas les transformer en monstres. Alors que Yui essayait de les convaincre, une voix étrange interrompit. Elle se moqua d'elle, la traitant de faible parce qu'elle ne pouvait pas tuer l'ennemi. Avant qu'elle ne puisse répondre, le ciel se fendit soudainement, révélant des portails bleus. De ces portails, des monstres de métal commencèrent à sortir. Yui les reconnut immédiatement d'un combat précédent dans ce pays étrange. Ils avaient déjà affronté ces créatures, et à l'époque, Yuki les avait facilement vaincus. Mais maintenant, avec autant d'entre elles qui apparaissaient, Yui savait que cette fois serait différente. Le vrai combat venait de commencer. D'autre part, un autre portail s'ouvre sous terre et de celui-ci émerge une fille démon avec des yeux rouges vifs, ce qui indique clairement qu'elle est possédée. Elle se met à découper les soldats de Distinia comme des légumes, les coupant brutalement avec son épée. Les soldats, naturellement effrayés par cette créature étrange, tentent de la bloquer, mais rien ne semble l'arrêter. Soudain, ils regardent tous la dame démon aux cheveux rouges et, à leur grande déception, ils réalisent que c'est rien d'autre qu'Alice qui est possédée par le pion de Thomas. Appelé Mélor, qui vivait dans le village déguisé en fille démon, alors qu'en réalité c'est un dragon qui travaille pour Thomas. Elka demande avec colère à Mélor ce qu'elle a fait d'Alice, et elle répond que elle était forte, alors elle l'a transformée en poupée pour exploiter ses pouvoirs et les utiliser contre elle, puis elle leur demande à tous de devenir ses poupées aussi. En voyant tout cela, Elka se jette sur Mélor avec son épée, mais l'Alice possédée la bloque à mi-chemin, et malgré les supplications d'Elka, elle ne semble pas la reconnaître et la repousse. Pendant ce temps, Mélor s'ouvre le bras et du sang coule, qui en suinte et éclabousse le sol. Théa révèle que le sang versé est ordinaire mais plutôt imprégné de magie concentrée et d'une puissante malédiction. Alors que l'énergie sombre tourbillonne, 4 créatures monstrueuses commencent à émerger du sang. Chacune est plus terrifiante que la précédente, un gorille gigantesque au croc tranchant. Un dinosaure massif aux écailles dentelées, un serpent si énorme que ses anneaux pourraient écraser une ville, et un dragon féroce aux yeux lumineux et aux flammes dansant autour de son corps. Au milieu de ce chaos, il devient clair que Mélor elle-même est un monstre avec la capacité unique de créer de telles créatures terrifiantes. Alors que la bataille continue, ils commencent à éliminer les monstres un par un, en travaillant en synergie, utilisant leur force pour couvrir les faiblesses de chacun. Juste au moment où l'on pense que la marée tourne, Yuvi rejoint le groupe, ajoutant à leur force. Théazen froidement interroge Mélor alors que toutes ces créations monstrueuses sont vaincues, demandant quelle sera sa prochaine étape. Bientôt, Mélor ordonne à Alizé de tuer tout le monde, mais Glyn intervient rapidement pour l'en empêcher. Il sait qu'Alizé est leur chère amie, même si elle est sous le contrôle de Mélor.
Au lieu de lui faire du mal sérieusement, Glyn utilise la poignée de son épée pour la mettre KO en la frappant assez fort pour qu'elle s'en inconsciente mais s'assurant qu'elle reste en vie. Alors qu'Alizé tombe au sol, Glyn vérifie qu'elle respire toujours. Il ressent un bref soulagement, mais il n'y a pas de temps pour se reposer, la bataille continue. Pendant ce temps, Elka charge Melor, le cœur rempli de colère et de détermination. D'un coup rapide, elle enfonce sa lame dans le poitrine de Melor, touchant l'organe qui contrôle ses pouvoirs magiques. Du sang jaillit du corps de Melor, et elle tombe dans la rivière voisine. Il semble que Melor soit enfin morte, son corps dérivant sans vie dans la rivière. Et tout le monde commence à croire que la bataille est terminée. Mais à leur grande surprise, Melor recommence à bouger. Elle se lève lentement de la rivière, ses vêtements trempés de sang, mais un sourire maléfique se dessine sur son visage. Elle commence à rire, révélant que son corps a été modifié de manière inattendue. Melor explique qu'elle possède 2 paires de cœurs et de poumons, ce qui rend presque impossible de la tuer. Elle raconte ensuite comment elle et son peuple ont été utilisés comme sujet d'expériences scientifiques dangereuses. C'est Thomas qui l'a sauvée, lui offrant cette nouvelle vie avec de mystérieux pouvoirs. Maintenant, elle sent qu'elle doit quelque chose à Thomas pour sa gentillesse et est déterminée à l'aider à réaliser ses plans maléfiques, quoi qu'il en coûte. Il a ouvert un portail scintillant, une porte qui semblait tordre la réalité elle-même. De cette étrange déchirure, une créature monstrueuse est émergée, un mélange terrifiant de différentes bêtes combinées en une seule. Sa forme massive avait des parties provenant de divers animaux, des griffes de requin d'un lion, des ailes de chauve-souris, et la longue queue d'un serpent. Cette créature n'était pas seulement puissante, il y avait un outil magique créé pour aider Melor à dépasser ses limites et à devenir encore plus forte. Ils ont expliqué que ce n'était pas un sort ordinaire. C'était une technique magique dangereuse conçue pour donner à Melor la capacité de dépasser tout ce qui la retenait. Sans hésitation, Melor se fusionna avec la créature, son corps se mêlant à sa forme monstrueuse. Elle déclara que la véritable bataille avait maintenant commencé. En voyant cela, Théa savait que quelque chose était différent car ce sort n'était pas seulement alimenté par la magie, mais aussi par sa propre force vitale et une haine intense. Ses émotions sombres rendaient la créature plus forte à chaque instant. Maintenant aux commandes, Melor attaqua avec la force brutale de la créature. Ses coups étaient féroces et rapides, et le Groot qui luttait contre elle n'avait aucune chance. Un par un, ils furent abattus, leur corps meurtri et leur énergie épuisée. Ils restèrent impuissants, luttant pour se tenir debout, encore moins pour riposter. Il semblait que la bataille était perdue, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Un papillon passa, ses ailes délicates battant au milieu du chaos. Sa présence déclencha quelque chose en Alizée, qui était allongée, inconsciente. Soudain, elle se réveilla avec une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. D'un mouvement rapide, elle enfonça son arme profondément dans le corps de Melor, perçant l'extérieur monstrueux. Le corps de Melor se raidit alors que sa force vitale s'évanouissait. Alizée, épuisée et le cœur brisé, s'effondra à ses côtés, prenant Melor dans ses bras. Malgré tout, Alizée avait toujours pensé à Melor comme sa petite sœur. Et dans ce dernier moment, elle la tenait près d'elle, pleurant la perte. Alors que la vie de Melor s'éteignait, la bête qu'elle avait fusionnée commençait à se durcir et se transformer en pierre. La créature autrefois terrifiante n'était plus qu'une statue sans vie. Glyn, observant de près, expliqua calmement qu'Alizée avait perdu beaucoup d'énergie dans la bataille, mais assura à tous que le pouvoir de guérison qu'ils avaient utilisé sur elle était efficace. Bien que faible, Alizée se rétablirait avec le temps. Juste au moment où il pensait que la guerre était finie, une main étrange émerge de la rivière et il voit un autre camarade de Thomas nommé Shadow. Mais Yui leur demande de la laisser prendre les commandes cette fois. Ils acceptent tous de la laisser s'occuper de Shadow, mais juste avant que quiconque ne puisse attaquer, une sensation d'énergie magique familière apparaît, et c'est nul autre que Yuki, lui-même qui se pose entre Shadow et Yui, et lui assure doucement qu'il s'occupera de tout à partir de maintenant. Yui, emporté par ses émotions, saute soudainement sur lui et l'embrasse presque dans le feu de l'action. Mais avant que les choses n'aillent trop loin, Yuki intervient et lui demande calmement de se détendre. Réalisa ce qu'elle s'apprêtait à faire, Yui s'excuse rapidement, se sentant embarrassée. Yuki lui demande alors de reculer et de rester avec Elka et les autres, s'assurant qu'elle est en sécurité. Pendant ce temps, l'homme de Thomas regarde Yuki et Yuki le reconnaît comme l'homme en cape du mariage de Daze qui avait travaillé avec Turan. Au lieu de se battre contre Yuki, il commence d'abord à le manipuler et lui demande pourquoi il se soucie tant des gens derrière lui, car compte tenu du pouvoir de Yuki, ils ne sont tous que des insectes devant lui. Il demande si Yuki cherche le bonheur en aidant les faibles, alors Yuki répond qu'il se fiche de choses comme le plaisir et le bonheur et il s'occupe d'eux parce qu'ils lui sont précieux. Yuki déclare qu'il protégera le monde parce qu'il le souhaite et non parce qu'il est un étrange chef de culte. D'un autre côté, les sœurs chats font face à un problème sérieux. Avec Kuro, la propriétaire qui forçait souvent Shirou à faire des petits boulots. La tension dans l'air était palpable alors que Shirou s'avançait, déterminé à confronter Kuro et à lui faire dire la vérité sur son identité. Au lieu de répondre, Kuro explosa de colère, sa voix forte et dure alors qu'elle s'en prenait à elle.
Elle a dit que voir leur fausse fraternité la rendait malade. Cela n'a fait que renforcer la détermination de Shiro et Mineko à affronter Kuro ensemble, sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix. Alors que le combat commençait, Kuro les attaqua avec férocité, frappant avec des mouvements rapides et sauvages. Mineko sauta devant Shiro pour la protéger, recevant le coup pour que Shiro puisse rester en sécurité. La bataille s'intensifia alors que les deux sœurs ripostaient, travaillant ensemble pour frapper Kuro. Tout culmina lorsque Shiro rassembla toute sa force et donna un puissant coup de pied qui fit s'effondrer Kuro au sol, créant un énorme cratère qui a secoué la terre. Lorsque la poussière s'est dissipée, Shiro a regardé Mineko, inquiet et épuisé. Elle pensa qu'il valait peut-être mieux laisser Kuro derrière et mettre fin au combat, réalisant qu'il semblait inutile de continuer. Mais juste au moment où elle avait cette pensée, Kuro libéra son véritable pouvoir, étendant ses tentacules monstrueux et piégeant Mineko. Un autre tentacule se dirigea vers Shiro, laissant les deux sœurs prises dans la toile maléfique de Kuro sans échappatoire en vue. Alors que la situation devenait de plus en plus désespérée, Kuro activa son limite Break, une décharge d'énergie qui lui permit de frapper Shiro d'un puissant coup de poing. Le visage, la faisant vaciller et piégeant les deux sœurs dans une situation dangereuse. Bientôt, elle commence à les maudire pour croire en la sororité et leurs cris, qu'elles sont des imbéciles qui croient en des relations stupides. Mais soudain, Shiro se lève d'un bond et saute dans les airs pour se joindre à Mineko afin d'activer leur pouvoir de fusion bestiale, mais elles se transforment toutes deux en une seule. Elles attaquent toutes deux Kuro et l'envoient tournoyer sur le sol. Résolue à en finir complètement, elle coupe ses tentacules et la tue enfin. Après que la poussière se soit dissipée, Shiro demande à Mineko de ne pas trop s'attarder sur la mort de Kuro parce qu'elles doivent encore gérer la bataille. D'un autre côté, Ro se bat contre un étrange nommé Virtose. Virtose est composé de métal et recouvert de peau humaine normale, mais c'est parce que il a également été sujet à des expériences scientifiques jusqu'à ce que Tuma le sauve. En entendant le nom de Tuma, Ro devient encore plus agitée parce qu'elle a déjà entendu ces histoires délirantes dans sa tentative de devenir un dieu. Mais pour Virtose, il n'y a rien de mal à cela, car les puissants peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et il le sait par expérience. Mais dès qu'il prononce le nom de Ruva, elle se précipite vers lui en colère et lui donne un coup de pied en plein visage tout en l'accusant de utiliser sa vie passée comme justification pour tuer les autres. Virtose se transforme rapidement en plusieurs balles et commence à battre Ro, la faisant saigner. Enfin, quand Ro ne pouvait plus supporter, elle se transforme en un lion féroce, avec de longues griffes et grimpe sur Virtose pour le frapper violemment. Mais plus elle le frappe, plus ses pattes saignent. Bientôt, Virtose libère des tentacules acérés de son corps, perçant brutalement Ro, mais elle n'abandonne pas et tabasse Virtose, puis elle s'allonge en attendant sa propre mort. Mais soudain, Virtose se lève avec des jambes tremblantes et guérit Ro, et quand Ro demande pourquoi il a fait ça, il répond qu'il voulait garder la fierté indomptable de Ro, vivante encore longtemps, puis Virtose meurt. Pendant ce temps, Yuki affronte un autre sbire, de Tuma, mais le sbire n'est pas de taille face à Yuki. Fatigué que Tuma ne se montre pas, il demande au sbire d'appeler Tuma lui-même pour qu'il puisse se battre et mettre fin à cette bataille. Mais le sbire déclare qu'il périra pour son maître et lui aussi. Active son pouvoir de limite brisée et se transforme en un monstre hideux nommé Skia. Yuki l'attaque avec son épée, mais son costume dynamique n'absorbe que le pouvoir de Yuki sans infliger beaucoup de dégâts à Skia. Skia frappe alors Yuki et l'envoie s'écraser au sol avec force. Bientôt, Yuki se relève et active son épée volante, infusée avec la magie du feu pour briser l'armure de Skia. Il lance l'épée de toutes ses forces, mais l'épée ne pouvait que briser l'armure pendant que Skia revenait à son état original. Bientôt, Skia commence à débiter des discours sur le salut et des choses stupides en disant que seules des personnes comme Yuki sont faites pour se battre tandis que des gens comme lui périssent jusqu'à la fin, puis il court vers Yuki avec son épée mais Yuki lui crie son absurdité et brise son épée en deux, et bientôt Skia meurt aussi. D'un autre côté, Tuma apprend que tous ses camarades sont morts en combattant et c'est enfin le moment où Yuki et lui vont se retrouver face à face. Alors que le chaos des batailles précédentes se calme, Yuki envoie à l'énergie sombre émanant du château du Seigneur Démon. Il savait que c'était Tuma, et sans une seconde d'hésitation, il se précipita vers la source. Lorsqu'il arrive au château, il est accueilli par une vue lugubre de Daisy. Lévi vaincus, leurs corps blessés gisant impuissants sur le sol. Tuma se tient au-dessus d'eux et ses yeux brûlent d'une folie possessive, celle qui laisse entrevoir ses insécurités profondes. En voyant Yuki, Tuma sourit et dit qu'il savait que Yuki viendrait enfin le voir. Yuki réalise que les mots ne parviendront pas à convaincre Tuma cette fois. Sans une seconde de réflexion, il charge vers Tuma, prêt à l'affronter en bataille. L'affrontement entre Yuki et Tuma envoie des ondes de choc à travers le château, secouant ses fondations même et provoquant des fissures dans les nuages au-dessus. Yuki se bat avec une détermination féroce, utilisant ses compétences pour contrer les attaques sauvages de Tuma. Tuma, cependant, s'avère être un adversaire redoutable en submergeant rapidement Yuki sous une pluie de coups.
Une attaque en vol prend Yuki au dépourvu, l'ayant blessé et l'obligeant à chercher autre chose pour vaincre Tuma. Réalisant qu'il a besoin d'un changement, Yuki désarme Tuma dans un retournement rapide de situation. Mais au lieu de ramasser son épée, il choisit de se battre à main nue. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à utiliser son ennemi comme sac de frappe, en canalisant toute sa frustration dans chaque coup. Il martèle Tuma sans pitié, ressentant un sentiment de justice à chaque coup porté. Pourtant, Tuma n'est pas du genre à accepter la défaite facilement, alors il recule pour retrouver son calme, déterminé à faire basculer la bataille en sa faveur. L'épée de Tuma se transforme en un laser terrifiant. Un blaster, une arme capable de destruction dévastatrice. D'un seul tir, il détruit une montagne et y perce un énorme trou. La puissance immense de cette arme crée une atmosphère de tension et de peur. Cependant, le temps de charge est suffisamment long pour que Yuki puisse porter quelques coups solides, forçant Tuma à lutter pour viser avec précision. Dans un moment de désespoir, Tuma change son arme d'un fusil laser à un fusil à rafale rapide, un Gatling, pour submerger Yuki avec une puissance de feu brut. Mais Yuki possède sa propre arme secrète, son épée sacrée, Glouton. Cette épée avait la capacité unique de consommer les attaques, en absorbant l'énergie du fusil de Tuma. Avec une confiance renouvelée, Yuki lança des coups de sabre volant double qui déchirèrent les défenses de Tuma, infligeant des blessures douloureuses. Alors que le combat fait rage, les amis de Yuki, Dee et Levi, retrouvent peu à peu leur force et rejoignent la bataille naissante, encourageant lui alors qu'il luttait contre le possédé Tuma. Alors que Yuki se bat vaillamment, il rappelle à Tuma sa solitude, insistant sur le fait qu'il est complètement seul et devrait se rendre. Ces mots touchèrent profondément Tuma, atteignant les insécurités brutes qui alimentaient sa folie. Chaque once de passion et de folie que Tuma avait en lui était enraciné dans la peur d'être laissé pour compte, et les mots de Yuki perçaient à travers le chaos, résonnant avec la vérité qu'il tentait désespérément de nier. Avec un poids de désespoir lourd sur lui, Tuma libère toute sa puissance sans retenue. La pierre maudite a transformé son arme en une forme grotesque. Tuma charge contre Yuki, attaquant avec une férocité qui rend difficile pour Yuki de trouver une ouverture. Yuki ne peut que esquiver et se défendre, frustré par la poursuite incessante de Tuma. Le champ de bataille change radicalement, avec la fureur de Tuma qui s'intensifie alors qu'il poursuit Yuki autour du château. Dans un moment de pur désespoir, Tuma pointe son arme vers les amis de Yuki, décidant de les attaquer. Le héros réagit rapidement en bloquant une partie des tirs avec son épée. Mais certains coups parviennent tout de même à atteindre leur cible. Mais à la surprise de Tuma, personne n'est blessé car ils avaient invoqué le pouvoir de l'amitié pour créer un bouclier protecteur autour d'eux eux-mêmes, montrant la force de leur lien. Ce retournement de situation a offert à Yuki l'ouverture dont il avait désespérément besoin. Poussé par l'énergie du soutien de ses amis, il lança une série de fentes rapides en vol, frappant l'arme de Tuma et la brisant en morceaux. Le son du métal qui se brise résonna dans tout le château, signe de la domination croissante de Yuki dans le combat. Il saisit l'instant et exécuta une attaque finale en fente, qui atterrit directement sur Tuma, semblant mettre fin au conflit. Cependant, juste au moment où la victoire semblait à portée de main, les émotions explosives de Tuma ont déclenché une nouvelle vague de puissance dans la pierre maudite. Son arme subit une transformation spectaculaire, évoluant en un canon redoutable qui rayonne d'une énergie inquiétante. Même Yuki, surpris par ce changement soudain, réalisant qu'une attaque de cette envergure ne peut pas être facilement arrêtée, Tuma se prépare à libérer sa nouvelle arme, et l'atmosphère devient tendue d'anticipation. Alors que Tuma descend, il croit avoir enfin remporté la bataille, et un rire glaçant s'échappe de ses lèvres. Il regarde Yuki avec un sentiment de satisfaction, et il a perdu toute trace d'émotions humaines dans le processus. Cependant, Yuki se relève, la détermination s'allumant en lui. Il refuse d'accepter la défaite et déclare qu'il a encore le devoir de protéger ceux qui comptent pour lui. Puisant dans sa maîtrise de la magie dimensionnelle, Yuki piège Tuma dans un puissant sortilège d'emprisonnement, faisant suffoquer le guerrier autrefois si puissant. Tuma ne peut comprendre comment Yuki a réussi à prendre un tel avantage. Yuki explique calmement qu'il n'était pas le seul capable de manier une telle puissance, laissant Tuma terrifié et impuissant car il sait que même son canon redoutable ne peut plus le sauver maintenant. Yuki se prépare à porter le coup final et invoque sa technique ultime, la valeur de terre, et entraîne Glouton dans le sol. La terre tremble sous eux alors que des rochers se transforment en une mâchoire massive et vorace qui se jette sur Tuma. En un instant, il est englouti tout entier, ses cris résonnant dans l'abîme alors qu'il était consumé par une obscurité sans fin. Dans ce moment de désespoir, il réalise que tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était être aux côtés de Yuki, mais ce désir mince s'était transformé en son besoin de pouvoir. Pourtant, Tuma n'est pas mort, il est simplement inconscient. Alors que la neige tombe doucement autour d'eux, Yuki est assis tranquillement à ses côtés tout en regardant les débris brisés de la pierre maudite. Lorsque Tuma finit par ouvrir les yeux, il est surpris de trouver Yuki là, révélant qu'il n'avait aucune intention de le tuer.
Au lieu de cela, Yuki avait pour but de ramener Touma à la raison. C'était un pari, mais cela a porté ses fruits lorsque Glouton a absorbé seulement la malédiction de Touma. Yuki rappelle à Touma la promesse qu'il avait faite de le protéger, des larmes. Dans les yeux de Touma alors qu'il réalise que la compassion de Yuki et sa détermination à l'aider étaient sincères. Le héros exhorte Touma à ne pas choisir la mort comme échappatoire, mais à vivre pour expier ses erreurs passées. À la suite de leur bataille, Touma trouve lui-même dans une prison où il attend sa sentence. La punition qui lui est infligée est inhabituelle car il doit utiliser la magie de transfert pour renvoyer les camarades de classe de Yuki chez eux. Ce faisant, il renoncera à sa magie et ne posera plus de menaces pour personne. Acceptant l'accord, Touma transporte rapidement tous les camarades de classe de Yuki dans leur monde. Cependant, il choisit de ne pas les rejoindre, déclarant son intention de rester et de se racheter pour ses péchés. Il entreprendra un tour du monde afin d'apprendre sur différentes cultures et d'aider ceux qui en ont besoin partout où il le pourra. Avec la guerre officiellement terminée, Yuki a enfin l'occasion de faire le voyage de loisirs qu'il a tant désiré. Ses amis sont impatients de se joindre à lui pour cette aventure, mais beaucoup ont des responsabilités à remplir, ne laissant que Yuki disponible pour l'accompagner. Ensemble, ils partent explorer le monde, désireux de rencontrer de nouveaux amis et de partager les expériences qui les attendent. En voyageant, ils croisent des visages familiers en chemin. Levi continue de lutter contre sa peur des calmars. D, en revanche, travaille dur pour reconstruire son pays, déterminé à le restaurer à sa gloire d'antan après les ravages de la guerre. Rory gère sa boutique avec enthousiasme, offrant des produits qui mettent en valeur ses talents uniques. Ro a été promu au rang de commandant de l'armée du royaume des bêtes, supervisant la défense de son royaume avec force et sagesse. Pendant ce temps, les sœurs Cha ont pris le rôle de ses députés, la soutenant dans chaque entreprise. Tout au long de leur voyage, Yuki et Yuki ont découvert une multitude de merveilles, chaque nouvelle expérience enrichissant leur vie de manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Ils ont rencontré des paysages à couper le souffle, goûté à de délicieux plats, et tissé des liens avec des personnes de tous horizons. Chaque moment s'ajoutait à leur aventure partagée, leur rappelant la beauté et la diversité que le monde a à offrir.